Aujourd'hui, du laboratoire à l'intelligence artificielle dans l'analyse du métabolisme. Je te raconte ma petite histoire de gars qui analyse des métabolismes. Et je te fais une évolution là, incroyable au fil des années avec l'évolution technologique. Et moi-même, des fois, je me pince pour me dire « Wow, c'est tellement fascinant où on en est rendu aujourd'hui. » Écoute, je te raconte. 1993, ça remonte là. 1993, je rentre à la maîtrise à l'Université Laval à Québec et je m'intéresse à la manière dont l'exercice, l'activité physique, le sport modifie notre structure de pensée. Et mon directeur de recherche à l'époque, Raymond Dernay, me dit « Tu sais, Denis, je pense que tu aurais avantage à aller faire ta recherche au laboratoire de physiologie de l'effort à l'hôpital Laval, qui est maintenant connu comme l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. » Alors, entrant en contact avec le directeur de recherche, Jean Jobin, à l'hôpital Laval, je vais vous résumer ça pour l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ce sera IUCPQ dans le futur de cette présentation. Et, ben oui, Denis, viens au laboratoire, viens, on va te montrer comment ça fonctionne. Et là, je suis introduit à tout cet équipement moderne pour 1993 pour analyser les métabolismes, repos et à l'effort. Mais nous, on faisait plus de tests de métabolisme à l'effort. Donc, vous en voyez, c'était pas aussi beau que ça à l'époque. Mais moi, c'est ce que j'ai travaillé moi-même pour vous montrer c'est quoi un laboratoire de physiologie de l'effort ou de l'exercice. Ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu plus à mon plus récent laboratoire. Là. Donc, vous avez, vous voyez que la personne porte un masque. C'est ce qu'on appelle un analyseur de gaz respiratoire. Donc, ça analyse la consommation d'oxygène et l'expiration de CO2. Et la relation qui existe entre les deux nous dit le nombre de calories que vous dépensez à la minute, nous dit quel carburant vous utilisez en matière de glucides et de lipides. Et on est capable de dresser une courbe d'évolution parce que quand on fait un test à l'effort, on part de repos à effort maximal, ben on obtient une courbe qui est votre cinétique de consommation d'oxygène. Et on est capable de voir les transitions dans l'utilisation des réserves énergétiques. Donc, en 1980, je rentre dans un laboratoire qui ressemble à ça, mais on est vraiment dans de la technologie beaucoup plus vieille. Et fascinant, là, je commence mes premiers tests. Il y a des malades cardiaques, des malades pulmonaires que j'apprends à tester en laboratoire. Et donc, je suis mis à l'évidence de l'utilisation de données concrètes sur l'analyse du métabolisme. C'est pas juste, je pense que ça fonctionne comme ça. C'est non, tu as un individu devant toi et l'individu, pendant qu'il fait un effort, tu as des données qui se présentent à toi, tes analyses, ça te donne ce que je vous ai mentionné, cette cinétique de consommation d'oxygène. Et tu as plein d'analyses physiologiques qu'on fait par la suite qui nous donnent un portrait global sur ses capacités. Des choses que la plupart des gens ne s'imaginent pas parce que c'est pas leur domaine, tout simplement. Et donc, 1993 à 1995, je travaille là-dedans. Je fais ma maîtrise 1995 à 1999. Je suis encore dans le domaine, dans le même laboratoire et je termine mon doctorat en 1999 en médecine expérimentale. Donc, vous comprenez que je suis dans un laboratoire de recherche pendant toute cette période. Et j'apprends, je teste des gens, je fais mes deux recherches, maîtrise, doctorat, et ça m'ouvre un monde qui est totalement différent sur l'analyse du métabolisme. Mais à l'époque, ce qui était vraiment étonnant malgré tout, là, imagine que tu as la vérité devant toi, mais tu n'es pas capable d'avoir. Tu as des données qui sont incroyables, mais ces données, parce que on est dans les balbutiements de l'analyse métabolique, on ne comprend pas nécessairement tout ce que ça veut dire et tout ce que ça implique parce qu'on a un portrait très limité de tests à l'effort, du repos à l'effort maximal, puis on prend les données et ça s'arrête là.
Mais je commence beaucoup à m'intéresser à toute cette dimension et j'ai une liberté totale en laboratoire là-bas. Là. Je peux tester des gens, les mettre sous stress. C'est là que j'ai commencé vraiment, tu vois, juste si je reviens à ça ici. Hein. Moi, en laboratoire, là, je pouvais mettre des gens sous stress, voir les réactions au niveau de l'utilisation des réserves énergétiques. Je faisais l'hypnose clinique à l'époque, eh bien, je plaçais des gens sous hypnose pour faire des tests à l'effort qu'on appelait hypnose alerte active. J'ai fait des choses passionnantes et ça m'a permis de comprendre vraiment toute cette dimension d'analyse du métabolisme. En 1999, quand je termine, j'ouvre ma première entreprise avec un de mes collègues qui est François Wittom, qui étudie avec moi à la maîtrise à cette époque. On lance une entreprise qui s'appelle Wittom et Boucher et à ce moment-là, on achète un laboratoire comme ça. Mais en fait, c'est pas en 1999-2000, nous sommes les premiers à acheter, à importer un laboratoire portable. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une chose du genre ici, là, que tu es pris en laboratoire, que tu es toujours en train de tester des gens en laboratoire parce que tu ne peux pas déplacer la machine, ben à ce moment-là, on est avec un appareil qui se porte avec un harnais. C'est le même masque. Ça se porte avec tout simplement un harnais. Puis l'analyseur est dans le dos. Et on reçoit nos données. Et à cette époque, on reçoit un appel de l'équipe des Flyers de Philadelphie qui nous demande « Hey, êtes-vous capable de tester les joueurs sur glace? Les joueurs de hockey sur glace. » Et finalement, on arrive 2000, quelque part dans ces eaux-là, à Philadelphie, à tester des joueurs de hockey sur glace. La première fois qu'on sort du laboratoire pour aller sur le terrain. Et ça commençait à nous ouvrir des portes vraiment incroyables, tu sais, dans la compréhension de l'humain en mouvement. Parce que il faut comprendre une chose, tester un athlète dans un laboratoire, c'est pas la même chose que de tester sur le terrain. Je peux tester un joueur de hockey et déterminer qu'il a une excellente condition physique en laboratoire, mais comment ça se traduit sur la glace quand ce ne sont pas les mêmes conditions? Alors, ça nous permettait vraiment d'aller tester des athlètes sur le terrain avec le même type de données, mais dans une perspective différente qui était le contexte de l'individu, de l'athlète sur le terrain. Finalement, j'ai poursuivi par moi-même, je pense en 2004-2006. J'ai eu pendant toutes ces années un laboratoire du genre où j'étais vraiment dans un bureau, dans une salle, où je testais des métabolismes. Je teste des métabolismes au repos et à l'effort. C'est à l'époque où je pars seul en affaires, où je commence vraiment à m'intéresser au métabolisme au repos et où je commence à tester, parce que, je fais une petite parenthèse ici, là. Si je vous place en position assise avec ce masque pendant 16 minutes, je vais mesurer votre métabolisme de base. Je vais savoir quel carburant vous utilisez principalement. Idéalement, on souhaite que ce soit des lipides au repos, mais il y a beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Quand je mettais des personnes sous stress au repos, c'est là que je voyais que les gens passaient de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides. C'était un monde extraordinairement fascinant et ça l'est encore aujourd'hui. Et là, arrive que je suis toujours pris dans le laboratoire et je voudrais accéder au monde parce que c'est intéressant. Tant qu'avoir des possibilités, imaginons-les, puis comment est-ce qu'on peut y arriver? Arrive quelque part 2008-2009, j'ai un client qui vient à mon bureau pour des analyses dans ce même laboratoire que vous avez là celui-là. Oui. Et je discute avec et je lui demande, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, dis-moi, je suis ingénieur. Ah, intéressant, ingénieur électrique, puis je fais du monitoring de courses là, en RFID. Les marathons, là, ils mettent des petites puces, puis ils savent votre vitesse, le temps que vous avez couru le marathon, ou le demi-marathon, ou le 5 km, ou le 10 km, lui faisait ça. Et je lui dis, écoute, je suis un peu pris en laboratoire et un peu fatigué de toujours faire du laboratoire. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils, des nouvelles technologies que tu pourrais imaginer pour
où tu es au courant pour mesurer l'humain dans son contexte habituel. Alors, lui, il prend son iPad, il dit, tu sais, Denis, ça, c'est un iPad. OK? Il dit, si je le vire comme ça ou je le vire comme ça, l'écran va s'ajuster. Ça va? Et ce qui permet à l'écran de s'ajuster à l'intérieur, ce sont des accéléromètres. Ah, OK. Puis, je fous quoi avec des accéléromètres? Ben, il dit, Denis, il dit, si je prends les données des accéléromètres, je suis capable de connaître la direction d'un corps, je suis capable de connaître la force appliquée, je suis capable d'extrapoler sa vitesse, puis là, il me sort ça, avec blablabla. Mais j'ai dit, c'est donc bien fascinant! Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour mesurer les joueurs de hockey sur glace? Parce que ça faisait un bout de temps, je n'étais pas allé voir les Flyers de Philadelphie, puis je voulais des nouvelles technologies pour tester ça. Et il me dit, ben écoute, il dit, je vais faire des tests, mais je vais travailler avec le téléphone, parce qu'il y avait un iPhone, vous mettez 2010, là, les premiers iPhones peut-être, là, il y avait des accéléromètres dans les iPhones. Alors, un jour, il m'appelle, hey, il dit, Denis, j'ai tiré des informations, là, je me suis mis un iPhone sur le bras là, avec un petit harnais, je suis allé courir, puis j'ai obtenu des informations vraiment intéressantes sur le mouvement de mon corps, le déplacement, la répartition de la charge et tout ça. Il dit, écoute, il dit, on pourra faire un test sur glace avec un protocole. Ah ben, j'ai dit, ça serait intéressant. Il dit, écoute, il dit, j'ai un joueur de hockey qui serait intéressé. Il dit, viens, c'était à Victoriaville à l'époque, et on s'installe. Okay? On installe l'iPhone sur l'épaule du joueur avec un moniteur de fréquence cardiaque qui est connecté au téléphone et toutes les données sont envoyées, sont collectées pour qu'on voit en temps réel l'évolution de la puissance. Parce que là, je vous sauve des détails. Là. On rentre de la physique de glace, calculer la résistance de la glace pour essayer de déterminer la vitesse, l'accélération, le positionnement du corps. Et là, il y a des données qui sortent. Et on se rend compte qu'on est capable de déterminer la puissance générée par une jambe, la puissance générée par l'autre jambe. Est-ce qu'il y a un écart entre les deux? L'inclinaison du corps. On est capable d'extrapoler la vitesse avec tous nos calculs de physique. Bon, c'est absolument incroyable et on met tout ça en parallèle avec la fréquence cardiaque et on obtient des données absolument extraordinaires. Et je me rends compte qu'indirectement, comme ça, je suis capable d'avoir beaucoup plus de données que j'ai en laboratoire. Et en laboratoire, ce que vous avez vu comme outil, là, quand tu achetais ça, là, cette petite bebelle-là, comme ça, là, tu arrivais avec facilement 50, 60, 70 000 de mémoire de coût d'achat. Puis le portable était à ça, 70 000 de base. Là. Et donc, ce que tu comprends, c'est que tu veux réduire les coûts à un moment donné pour avoir plus. Et là, tu te rends compte qu'avec un simple foutu téléphone et une bande de mesure de fréquence cardiaque, tu arrives avec des données absolument incroyables. Puis arrive en même temps à peu près l'émergence de nouveaux biosenseurs. Il y a, comment ça s'appelle la compagnie? Zephyr Technologies qui sort une bande qui, outre le fait de mesurer la fréquence cardiaque, est capable de mesurer la fréquence respiratoire, le nombre de respirations minutes et l'amplitude respiratoire. Et cette bande, de façon indirecte, qui ne coûte que 500 $ à l'époque, nous permet de faire la même chose que j'ai là en laboratoire. Laboratoire qui me coûte au minimum 50 000 $. Alors là, c'est un autre monde. On teste notre protocole sur glace et j'appelle les Flyers de Philadelphie. Je leur dis, hey, on a une nouvelle technologie de mesure. Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille faire une petite démo puis voir si ça vous intéresse de faire les tests avec la nouvelle bande qu'on utilise, le nouveau protocole et tout ça. Finalement, on va faire une démonstration en juin. Et en septembre, d'après, on est en 2010, 2011. On est sur la glace en train de tester les Flyers de Philadelphie avec cette nouvelle technologie portable qui rentrait dans un sac Ziploc. Là. On arrivait, on traversait les douanes avec un sac Ziploc. C'est une blague à l'interne, et on allait tester les joueurs des Flyers de Philadelphie. Ça, c'est la dernière fois que j'y suis allé. Tout ça a amené le fait de mijoter et de réfléchir dans mon esprit, de dire, hey,
Si moi, je suis capable de me déplacer, si je suis capable de tester avec une technologie aussi simple des joueurs professionnels et d'avoir un tas de données, la prochaine étape, ce serait de pouvoir tester des gens partout sur la planète. Okay. Mais encore là, tu comprends que je suis dans une limite. Toutes les données que j'ai proviennent d'un laboratoire. J'ai des nouvelles données que j'apprends à exploiter. Mais bref, ça mijote dans mon esprit. Mais, étant donné qu'on fait des choses vraiment spéciales, ben, ce que je t'ai pas dit, je fais une parenthèse, on est allé tester les Flyers de Philadelphie. Mais juste avant, on est allé tester les joueurs des Tigres de Victoriaville à titre d'essai. Puis, il y a une chaîne de télé, TVA, qui est venue faire un reportage là-dessus. Le reportage a été vu et amène d'autres ouvertures, comme des tests en collaboration avec l'armée canadienne sur les exosquelettes. Puis là, ça s'étend. Parce qu'on pense-y, là, toi, porter une montre cardio pour avoir des données aujourd'hui, là, c'est naturel pour toi. Mais à l'époque, on était au balbutiement. Il y a à peine 15 ans de ça. C'était les premiers balbutiements des tas de données qui rentraient au niveau physiologique. Et là, arrive que ça s'étend. Puis à un moment donné, on est invité, on va faire une conférence sur la modélisation humaine aux États-Unis. Donc, la modélisation humaine, c'est qu'est-ce qu'on fait? Okay. On veut tester des humains, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut que tu aies un humain, il faut que tu le branches, tu as un code d'éthique à respecter et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Il y a une sécurité à y avoir. Et tu fais tes mesures. Mais, comme je te dis, c'est difficile, ça prend du monde, ça prend de l'équipement, c'est complexe, tout ça. Alors, la modélisation humaine, c'était quelle information puis-je avoir sur les humains, les transférer dans un modèle mathématique ou visuel ou, comment on appelle ça, un avatar, dans lequel je le plaçais à des conditions, être capable de prédire ce qui va lui arriver en termes de fatigue, en termes d'épuisement, en termes de blessures musculo-squelettiques. Alors, nous, on allait vraiment présenter ce qu'on avait découvert à ce niveau-là. Puis arrive, on est à une conférence sur la modélisation humaine, on présente nos données et quelqu'un de l'armée américaine qui dit écoute, moi, je suis pour le laboratoire des sciences du combat à San Diego. On aimerait vous inviter à venir présenter parce que on est en train de former nos soldats en virtuel. Les goggles, les lunettes, les soldats, ils tirent sur des choses virtuelles, mais ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut découvrir, est-ce que l'entraînement virtuel permet de tirer autant de connaissances et d'habiletés que l'entraînement sur le terrain? Alors, on est invité à un groupe à San Diego avec d'autres scientifiques et on fait nos présentations sur tout ce qu'on a appris là. Et est-ce qu'on réussit à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait pour apprendre, pour découvrir si l'entraînement virtuel apporte autant de bénéfices? On n'avait pas la réponse. C'est pas évident. Comment tu le mesures, même des années plus tard, si vous me le demandez? La réponse est, je ne le sais pas encore. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Je pense pas. Je pense pas. Probablement qu'ils s'y rapprochent, mais c'est pas aussi évident que ça. Ça, c'était l'aspect modélisation humaine. Puis, arrive une chose étrange. Mon partenaire, François Ruel, est une conférence à l'époque, scientifique aux États-Unis, je sais pas, puis une femme qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, mon cher François? » Ah, ben, dis-moi, je travaille avec mon collègue qui est docteur en médecine expérimentale à Québec. On travaille sur les biosenseurs pour la mesure de la dépense énergétique, la fatigue, la performance sportive et tout ça. Elle dit, c'est donc bien passionnant. Elle dit, moi, je travaille pour la National Space Biomedical Institute. Si je te le traduis en français, National Space, l'Institut
biomédicale, spatiale, nationale à Houston. Elle dit, nous, c'est l'organisation qui met en contact les scientifiques avec la NASA. Elle dit, on aimerait ça que vous veniez nous présenter ce que vous faites, parce que pour la mission sur Mars, on est en train de chercher des moyens pour être capable de mesurer la physiologie des astronautes qui s'en vont, qui vont aller sur Mars, et être capable de prévenir quelque chose qui est d'importance, la perte de masse musculaire en apesanteur. Alors, les deux petits gars de Québec prennent l'avion, on s'en va à Houston, puis on fait notre présentation à l'Institut biomédical spatial national, National Space Biomedical Institute, à Houston, pour présenter ce qu'on fait. Parce qu'on a travaillé sur des nouvelles technologies simples, où on avait beaucoup de données, qu'on avait déjà beaucoup d'expérience sur la collecte de données. Alors, tout ça est resté là. Il ne s'est rien passé par la suite, mais juste pour dire que c'était passionnant vraiment d'aller de toute cette expérience 2010, 2012, 2014 sur les biosenseurs. Ça a été vraiment passionnant. Là. Ça nous amenait à des endroits qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Mais tout ça pour dire que je collige des données, et des données, et des données, et des données. Puis, entre-temps, arrive cet aspect où je continue, moi, à travers tout ça, mon programme de perte de poids, qui est émergé, je te dirais, vers ces années-là, vers ces eaux-là, 2006, 2007, 2008. Puis, je parlais beaucoup plus de métabolisme à l'époque, mais j'étais confronté avec la rigueur scientifique de l'époque, qui était que tout le monde s'imaginait que pour perdre du poids, même dans le domaine de la science, il fallait que tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Alors, veux pas, tu dis, tout le monde croit ça dans le domaine scientifique. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de priver tes gens. Mais comme moi, je voyais des données, j'en voyais passer des données. Puis je me disais, voyons, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas cette affaire-là. Toutes les données que je vois sur les individus quand je teste des métabolismes au repos et à l'effort, toutes mes données démontrent le contraire de la croyance scientifique actuelle. Et c'est là que j'ai compris que l'erreur se faisait parce qu'on ne faisait qu'un calcul mathématique de la perte de poids. On se disait comme une livre de gras, c'est 3500 calories. Si tu brûles 3500 calories, tu vas brûler une livre de gras. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là que j'ai compris qu'en analysant ce qui se passe à l'intérieur du corps humain au niveau énergétique, au niveau des mitochondries, ce que je t'ai appelé des petits rejets, tu comprends que c'est une distribution de réserves énergétiques. Et c'est pas parce que tu brûles, tu dépenses des calories que nécessairement tu as une meilleure distribution d'énergie ou tu as une meilleure utilisation d'énergie. Et quand j'ai été dans les premiers balbutiements à comprendre ça, c'est là que j'ai dit, OK, ça s'arrête aujourd'hui. Je me souviens, là, je suis à mon bureau, je dis non, tous mes clients qui vont rentrer en perte de poids à partir de maintenant ne mangeront jamais moins que leur métabolisme de base. Et c'est là, quand j'ai commencé à faire, là, tu comprendras, j'ai des petites gouttes de sueur. Ça coule tic, 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 dans le dos, j'en ai. Parce que je vais totalement à l'encontre de ce que la science raconte. Parce que je me rends compte que ce n'est pas de la science, ce ne sont que des croyances d'un tas de gens qui n'ont jamais quantifié autant que moi des métabolismes, qui n'ont jamais autant vu de données, autant analysé dans des contextes totalement différents. Et c'est là que les résultats ont commencé à évoluer. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de résultats avec le programme de perte de poids, de meilleurs résultats. Mais là, il y avait quand même une bonne quantité de gens qui étaient résistants à la perte de poids, qui restaient résistants à la perte de poids. Et c'est là que, au lieu de faire la réaction standard de dire « Ah, le programme ne marche pas pour tout le monde », je me suis dit « Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas encore, que je dois analyser et saisir. » Et j'en suis revenu à la base, mes petits rejets. OK, si tu n'as jamais entendu ça, les petits rejets, là, chacune de nos milliards de cellules, pour vivre, a besoin d'énergie.
pour fonctionner, a besoin d'énergie. Ce qui produit l'énergie dans chacune de nos cellules, ce sont des machines biologiques qu'on appelle des mitochondries. Et pour simplifier la vie à tout le monde, j'appelais ça des petits rejets. Ils se ressemblent tous, avec des petites variations près. Leur travail, c'est de prendre l'énergie des protéines, lipides et glucides, les transformer en énergie utilisable par le corps humain. C'est leur travail. Et là, ce que j'ai compris, parce que, tu te souviens, en 1993, j'avais commencé à mettre des gens sous stress en laboratoire, mesurer l'impact au niveau du métabolisme. Ça m'est revenu. Et c'est là que j'ai commencé à analyser les demandes environnementales. Le stress, le manque de sommeil, l'activité mentale, tout ça à quoi tu penses dans une journée. Parce que le corps humain a 100% d'énergie qu'il doit distribuer à tout ce qu'il fait. Si tout ce qu'il fait lui en demande beaucoup, bien à ce moment-là, les petits rejets deviennent défaillants dans leur capacité à utiliser l'énergie, à la produire, et ils vont en stocker davantage. Et c'est là donc que j'ai commencé à intégrer beaucoup plus de facteurs dans l'analyse du métabolisme. Donc, j'avais l'analyse de base, l'analyse du métabolisme, et les autres facteurs qui pouvaient l'influencer. Et c'est là que j'ai commencé à dire, parce que à l'époque, les gens, ce qu'ils voulaient encore, parce que c'était la grosse mode, m'entraîner pour m'améliorer, être performant et tout ça, puis je me rendais compte que même si les gens s'entraînent beaucoup, plafonnent très rapidement au niveau de la condition physique, ça ne sert à rien de trop leur en demander. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, outre le fait d'augmenter l'apport en calories des gens pour rencontrer les besoins minimaux du métabolisme, j'ai ramené les gens dans des zones d'entraînement où je ne créais pas de stress physiologique. Je ne créais pas de demande supplémentaire. Donc, imagine, si la personne a des troubles du sommeil, ne mangeait pas assez, avait un travail, elle travaillait 12 heures par jour, bon, tout ça, c'est des demandes. Et là, elle vient, elle se dit, « Hey, je vais m'entraîner davantage. » Bien, l'exercice ne devient pas un avantage, là, ça devient un stress physiologique supplémentaire à tout ce qui se passe. Et les petits rejets, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? « Hey, j'ai trop de stress physiologique, je ne suis pas capable de gérer l'énergie que tu m'apportes, je vais la redistribuer en stockage de gras. » Et c'est là que j'ai commencé à réajuster vers ce que j'appelle la voie du milieu, dire je te ramène un apport calorique qui va être bien pour ton métabolisme, où tu ne souffriras pas de la faim, où toutes tes cellules vont avoir l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Et je vais te placer dans une zone de stimulation où tu vas brûler du gras et l'entraînement, l'exercice ne sera pas un stress métabolique. Et là, j'ai encore augmenté l'efficacité du programme, de mon programme de perte de poids à cette époque. Et assez, excusez l'expression, de dire assez intelligent pour prendre toutes les données, comment fonctionnent ces appareils-là, font les analyses. Moi, je commence à sortir mes algorithmes parce que je me dis, un jour, je vais prendre ce laboratoire-là, je vais le foutre à la poubelle. Et je vais y aller à distance juste avec des biosenseurs parce que je vais avoir tellement fait d'analyses, tellement compris comment ça fonctionne, tellement simplifié les choses que je vais être capable de créer des contextes d'analyse où je vais avoir suffisamment de données pour mettre tout ça en parallèle et avoir un portrait, une modélisation du métabolisme de chaque individu que je vais tester. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pendant des années. Et ça a avancé, ça a évolué lentement, mais sûrement. Puis arrivent certaines demandes de l'extérieur, de la France, de l'Europe, de l'Ouest canadien. Denis, je ne suis pas capable de descendre à Québec, es-tu capable de me tester? Ah, écoute, as-tu accès à un tapis roulant? Peux-tu t'acheter tel moniteur de fréquence cardiaque? Peux-tu t'acheter une balance impédance? Peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? Peux-tu te procurer des outils? Voici ce que je veux que tu fasses, envoie-moi les données, je vais faire les analyses. Finalement, comme j'avais développé mes algorithmes, je me rends compte que au fil du temps, parce que comprenez que je teste des gens encore à mon laboratoire, j'utilise mes algorithmes pour comparer, puis je me rends compte que je suis très précis dans mes analyses.
jusqu'à un jour où je décide carrément de vraiment prendre le laboratoire, dire non, j'ai assez confiance, là, j'ai plus besoin du laboratoire. Je prends le laboratoire, je l'ai mis à la poubelle. Il était vieux, là. T'as vu. C'était plus vendable. Okay? Poubelle. Et je pars essentiellement avec des biosenseurs pour tester. Et là, je réduis. Il y a des nouvelles petites technologies d'analyseurs de gaz qui sortent que j'utilise. Mais finalement, je me rends compte que mon modèle d'analyse avec biosenseur est plus précis parce qu'il permet de faire des analyses plus fréquentes. Et comme j'ai intégré plusieurs variables dans le temps d'analyse qui peuvent influencer le métabolisme, je ne me suis pas juste intéressé aux chiffres du métabolisme comme je le faisais dans le temps. J'ai commencé à m'intéresser aux variations dans le contexte de vie des individus qui pouvaient avoir une influence sur les petits rejets, ceux qui déterminent comment fonctionne le métabolisme. Quand est arrivée la COVID 2020, quelque chose du genre, bon, tu t'en souviens toi aussi, ben là, je ne pouvais plus recevoir de clients. J'ai dit parfait, c'est le bon temps. Le programme devient 100% en ligne. C'est là que j'ai tout mis mes algorithmes avec mon collègue ingénieur. OK? Là, tous les algorithmes ont été mis dans un système d'analyse complet. Toutes les formules que j'ai créées, tout ce que j'ai utilisé, toute ma manière de penser, et c'est devenu mon intelligence artificielle. Et là, je travaille dans l'intelligence artificielle. J'ai collaboré à certains projets, avec certaines personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on doit comprendre de l'intelligence artificielle, c'est que ça ne fait rien, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait ce que tu lui dis qu'elle doit faire. C'est seulement sa vitesse d'analyse. C'est comme moi, là, j'ai tout ce que mon cerveau faisait, un individu par un individu. Il rentre 20 individus aujourd'hui dans le programme. Ils vont faire tout ce que je demande dans les premières étapes du programme Maigrir intelligemment. Mon intelligence artificielle va faire une première analyse. Et là, on va me dire, Denis, voici le portrait de Claude. Voici le portrait de Julie. Voici le portrait de... Et là, moi, ce que je vais prendre, parce que j'aime bien l'intelligence artificielle, mais je doute toujours. Hein. Moi, je doute toujours de tout et de moi-même. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce que mon intelligence artificielle me dit sur Claude, Julie, je l'analyse. Ça fait du sens. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi il s'est passé ça? OK, voici ce que ça devrait donner. Voici, modifie ça de telle manière, clic, paf, c'est réglé. Voici le profil métabolique de Claude, voici le profil métabolique de Julie. Et à partir de ça, il y a d'autres calculs qui se font sur la dépense énergétique. Voici ton plan. Et aujourd'hui, mon programme n'a jamais été aussi efficace. Il demeure difficile pour des gens de perdre du poids dans une condition spécifique, le stress chronique de basse intensité. Les gens qui sont loadés du matin au soir, qui n'arrêtent pas, qui sont toujours en mouvement mental et tout ça, c'est ma limite à l'heure actuelle. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'arrêter, qui ne le seront jamais, et ça, j'y peux rien. Et la problématique, c'est quand il y a un peu de déni. C'est quand, oui, mais Denis, je ne m'inclus pas dans ton programme. C'est normal. Tu as une vie de fou qui impose à tes petits rejets un stress tellement intense qu'il n'est pas capable d'utiliser l'énergie des protéines, lipides et glucides pour l'envoyer en énergie utilisable. Il l'envoie en stockage. Oui, mais je ne peux pas changer de vie, Denis, c'est de même. Oui, mais je ne suis pas responsable de ton métabolisme. C'est ma limite à l'heure actuelle. Vraiment. Les métabolismes exceptionnellement rares, métabolisme très actif ou métabolisme très, très bas. Sur des milliers de tests que j'ai faits, je suis peut-être près de 20 000 aujourd'hui, repos et à l'effort, avec l'ensemble des clients que j'ai eus depuis les 30 dernières années. J'en ai compté 7. Alors, si tu me dis que tu as un métabolisme qui est différent, qui est lent, qui ne réagit pas bien, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK? C'est qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir. Pardon. Maintenant,
La chose qui s'en vient, parce que là, je suis là aujourd'hui. Je suis dans un modèle semi-dynamique. C'est-à-dire que je te demande de prendre des notes, d'observer ce qui se passe. Tu vas remplir un journal alimentaire. Tu vas rentrer des données de pesée, de pourcentage de gras à toutes les semaines. Tu vas suivre le plan que je t'ai établi. Tu vas suivre un plan d'entraînement tel qu'il est établi pour brûler du gras. C'est un modèle qui me permet de voir une évolution dans le temps, qui est semi-dynamique. Maintenant, la prochaine étape, c'est de voir en temps réel, comme je le faisais avec les athlètes sur glace ou n'importe où ailleurs, c'est d'arriver avec un modèle 100% dynamique où mon intelligence artificielle me permet de dire « Hey, tu t'en es pas rendu compte. La nuit dernière, tu as moins bien dormi. Ton stress a augmenté depuis les 3 derniers jours. Ton métabolisme est en train de stocker du gras selon les données qu'on a. Okay? On te suggère de réajuster, de faire en sorte que faire ce que tu es capable de faire pour réduire ton niveau de stress, à titre d'exemple. Donc, je veux arriver à un travail d'enquête constant, c'est-à-dire que tu es capable de reculer en arrière pour comprendre ce qui arrive, ce qui se passe au niveau de ton métabolisme. Une modélisation de chaque humain en temps réel qui permet de comprendre ce qui se passe dans ton corps, que tu ne sois pas dans le doute. Tu sais, pour la plupart des gens là, qui font un programme de perte de poids, ils n'ont aucune idée pourquoi ils maigrissent, puis ils n'ont aucune idée pourquoi ils engraissent. Ils vont dire, oui, mais c'est parce que j'ai été à la diète. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et est-ce que c'est la bonne chose? Mon programme vise à faire comprendre ça aux gens. Quelles sont les conditions sous lesquelles tu engraisses? Quelles sont les conditions sous lesquelles tu maigris? Et là, ce que je veux aller plus loin, c'est vraiment de te faire réaliser ta vie en temps réel. Elle impacte comment ton métabolisme? Parce que c'est vraiment en temps réel. Si je t'assois dans un laboratoire, je t'ai demandé juste avant de me cibler la chose qui te stresse le plus au monde pendant que tu es assis. Okay? Et que tu es relax. Que je vois que mon ratio est de 0,82, que tu carbures principalement sur les gras, les lipides, que ton métabolisme, pendant que je te parle, pour vivre, brûle des gras, parce que ça se passe en temps réel, c'est par retardement. Hein? Si je vis à l'heure actuelle devant toi, hein, c'est parce que je brûle plus de lipides que de glucides pendant que je suis au repos. Et comme je suis assez actif mentalement, j'ai augmenté ma consommation de glucides. Mais tu es assis, tu es au repos, tu brûles les lipides, je le vois sur l'appareil. Je te dis, pense à la chose qui te stresse le plus au monde. Ton corps transite automatiquement vers l'utilisation des glucides comme s'il était à l'effort maximum en train de courir un sprint. Ouch! Hein? Ça, c'est en temps réel. Et donc, l'évolution de mon intelligence artificielle, c'est d'arriver à être capable. Je ne pense pas que je vais y arriver l'année prochaine. J'ai tout le temps que je veux. Il me reste 30 ans à vivre. Je vais probablement y arriver d'ici les 30 prochaines années. Mais tu comprends à quel point c'est passionnant, c'est trippant, c'est hallucinant, toutes les possibilités qu'on a. Et c'est l'objectif vers lequel je tends. Alors, les gens qui ne comprennent pas, « Hey, Denis, tu es un scientifique et tu fais de la perte de poids, pas terrible. » J'ai dit, écoute, mon Jean-Guy, c'est parce que tu ne vois pas ce qu'il y a en arrière. C'est exactement ce qu'il y a en arrière, ce qui est intéressant. Là. Tout ça à quoi je suis arrivé, que j'ai développé, c'est ça qui est absolument fascinant. Et l'avenir nous amène vers des choses encore plus incroyables avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, la mesure en direct. Bref, c'est la grande histoire de mon programme Maigrir intelligemment que ça me tentait de te raconter ce matin. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as appris des choses nouvelles que je t'avais jamais racontées. Là-dessus, à la prochaine.